Dans le cadre de ce cours en 4 parties sur les confinements et la santé, je vous propose avec le docteur Aude Azéma de faire un point sur des mécanismes qui pourraient être impliqués dans le pourquoi de l'adaptation ou de la non-adaptation à l'environnement de confinement sanitaire que nous avons vécu. Et donc les objectifs généraux de ce cours sont toujours d'explorer les environnements de confinement à partir de ces professionnels du confinement, de regarder quelles sont les données dont on dispose pour essayer de poser des mécanismes qui impliquent la manière dont ces environnements sont stressants et comment on y répond de façon ajustée ou pas, de façon in fine à penser les contre-mesures adaptées aux mécanismes qui seront validés. Donc cette troisième partie fait suite à la description des caractéristiques des environnements contraignants, aux effets sur la santé des environnements contraignants, et donc précédera la dernière partie visant à développer quelques contre-mesures. Concrètement, l'objectif de cette partie 3, c'est de décrire le rôle des informations sensorielles dans la régulation du stress et des émotions, ces informations sensorielles étant extrêmement importantes pour s'ajuster au mieux aux incertitudes de la vie, et donc particulièrement celles du confinement sanitaire que nous avons vécu. Ces informations sensorielles, qui sont à la fois internes et externes, sont donc à prendre en compte pour proposer des contre-mesures aidant les individus à s'adapter aux environnements isolés et confinés. Deux parties dans cette troisième partie de cours, un focus sur le stress et les émotions de façon à poser poser le rôle des informations sensorielles dans la manière dont un individu va ajuster sa réponse de stress avec quelques données expérimentales, et puis une proposition de mécanismes basés sur la théorie du modèle du cerveau bayésien, c'est-à-dire la théorie du modèle du cerveau probabiliste, expliquant un certain nombre de biais qui sont notamment en lien avec les émotions, et posant un cadre pour penser la réduction de ces biais émotionnels et l'amélioration des prédictions que le cerveau fait instant après instant. Donc première partie, un petit point sur le stress et les émotions pour essayer de mieux envisager la place des informations sensorielles dans la manière dont l'individu va répondre au stress. Lorsque l'on s'intéresse au stress et au vécu émotionnel qui sont concomitants de la réaction de stress, il faut bien garder en tête que le stress est une réaction d'adaptation normale, c'est une fonction normale du cerveau et de l'individu comme respirer. Et cette fonction, elle est normale parce qu'en fait, la réaction de stress a pour objectif princeps de libérer de l'énergie pour permettre d'agir et donc de s'adapter au changement de l'environnement. Ce mode de réaction est particulièrement adapté aux situations où nos stresseurs étaient des prédateurs, où il fallait courir ou se battre pour échapper aux prédateurs, et donc l'énergie libérée par la réaction de stress était extrêmement efficiente. Le vécu émotionnel, lui, va permettre d'orienter la réaction énergétique, et notamment dans le cadre de la peur, puisque finalement c'est une réponse émotionnelle qui est la plus étudiée, de nous préparer au danger, de façon à agir sur l'environnement et à trouver une solution pour éviter que le danger nous atteigne, ou en tout cas mette à mal notre vie. Ces changements de l'environnement, donc si on rebondit ou si on revient au constat que les premiers stresseurs étaient des prédateurs, ces changements de l'environnement externe, ils induisent une réponse de l'organisme donc en termes énergétiques. Les changements de l'environnement actuels induisent un certain nombre de stresseurs qui sont internes, ou en tout cas qui ont une pérennisation en termes de pensée, et qui sont peut-être moins adaptés à avoir des réponses médiées par une libération énergétique de type combat et fuite. Dans notre environnement actuel, dans notre vie moderne, en fait, les changements de l'environnement ont un certain nombre de caractéristiques, notamment 4, qui sont connues comme étant extrêmement délétères sur la perception de l'individu et sa perception de danger, qui sont d'une part le fait de ne pas avoir de contrôle sur la situation, d'autre part le fait que des changements de l'environnement sont imprévus, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils menacent notre ego. Donc on peut regrouper, ou en tout cas un moyen mnémotechnique, c'est de se souvenir de caractéristiques résumées par l'acronyme CINE, qui cible donc 4 caractéristiques des changements de l'environnement pour lesquelles la réaction de l'organisme va être particulièrement mise à mal.
Dans la situation de Covid, ces 4 caractéristiques sont omniprésentes, bien évidemment, et notamment pendant le premier confinement. Et elles sont d'autant plus délétères que finalement, des changements de l'environnement induits par les interactions sociales, qui sont reconnus comme étant des changements de l'environnement favorisant l'adaptation et la mise en sécurité de l'individu. Et finalement, dans la situation de confinement, on a à la fois des stresseurs portant toutes les caractéristiques pour induire une réponse de stress compliquée ou en tout cas mal ajustée, et en même temps une absence ou en tout cas une limitation de ce qui peut aider le cerveau à bien répondre aux stresseurs. Donc la situation de confinement est particulièrement euh, singulière en termes de stress et rend compte d'un certain nombre de difficultés psychologiques qui sont identifiées dans la littérature et rapportées par les cliniciens. Le changement de l'environnement, il est donc au cœur de la réponse de stress et ce changement de l'environnement, il est avant tout perçu par les capteurs externes ou les extérocapteurs, la vue, l'audition, l'olfaction, la gustation, le toucher et également la proprioception qui est finalement le sens qui nous renseigne sur notre position par rapport à la gravité, la position de nos membres les uns par rapport aux autres. Et ces capteurs détectent donc que l'environnement est différent de l'instant d'avant et cette détection va induire un certain nombre de changements internes au corps, qu'on appelle interoception, le sens de l'interoception, et la capacité à percevoir ces informations venant du corps et leurs changements, instant après instant, est un élément princeps de la qualité de la réponse de stress. Lorsqu'on parle d'interoception, on parle à la fois de la perception du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, du sentiment de satiété, des flux sanguins. Et donc, il y a tout un ensemble d'informations internes qui sont des informations qui vont, on va dire, orienter ou organiser, planifier, ajuster la réponse de stress. La proprioception participe d'une certaine façon à l'interoception puisqu'en fait elle nous renseigne sur notre schéma corporel, sur la position de notre corps par rapport à la gravité, de nos membres donc les uns par rapport aux autres et finalement elle peut faire le lien entre les informations venant d'un changement de l'environnement et d'un changement venant de l'interoception. Vous n'avez pas conscience lorsque vous êtes debout des micro-oscillations qui font que vous êtes comme un balancier ou en tout cas un culbuto autour de la gravité centré sur votre position des pieds. Et donc les données récentes de la littérature montrent clairement que la proprioception joue vraiment un rôle de lien entre l'extéroception et l'interoception. Le traitement des informations interoceptives est extrêmement important pour traduire le changement de l'environnement tel que nos extérocapteurs tel que nous informent nos extérocapteurs, pardon. Et cette perception des informations qui viennent du corps, en fait, crée une sensation qui est plus ou moins consciente selon les individus et selon l'intensité des variations internes au corps. La conscience interoceptive, donc la qualité de perception de cette interoception et de ces changements, est une composante essentielle chez l'individu des modèles du soi, donc du self, si vous cherchez dans la littérature, et elle participe clairement au sentiment d'exister. Elle participe à la perception d'une identité pour chaque individu et elle est de plus en plus étudiée de façon à comprendre à la fois comment elle fonctionne et quels dysfonctionnements peuvent sous-tendre un certain nombre de pathologies. Sur le plan neurobiologique et neurophysiologique, en fait, l'intégration des informations interoceptives et la détection des changements se fait au niveau de l'insula, qui est donc une zone corticale à l'avant du cerveau, de chaque côté du cerveau. Et ce qui a été mis en évidence avec les données de neuroimagerie, c'est une intégration de l'arrière de l'insula vers l'avant de l'insula, des différentes informations sensorielles, l'avant de l'insula permettant finalement une conscience des informations interoceptives. Et c'est donc tout ce cheminement qui doit être étudié et compris pour essayer de mieux appréhender les relations entre les dysfonctionnements interoceptifs et les pathologies psychiques. Au niveau de l'insula moyenne, ce qu'on observe en fait, c'est qu'il y a des interconnexions extrêmement fortes avec les voies de la réponse du stress, donc celles qui libèrent de l'énergie, alors qu'au niveau de l'insula antérieure, on a plutôt des relations extrêmement fortes avec des interconnexions avec les voies qui vont réévaluer la réponse de stress et nous verrons dans la partie sur les contre-mesures qui sous-tendent toute une approche cognitive de la régulation du stress et des émotions. Si l'on connaît, ou en tout cas on commence à mieux appréhender la manière dont l'interoception est intégrée et dont elle est traitée au niveau du corps et du cerveau, pour autant les outils disponibles pour mesurer l'interoception sont quand même actuellement encore très pauvres. Notamment
Si l'on se réfère au modèle de Garfinkel décrit en 2015, ciblant 3 dimensions de l'interoception, on observe que finalement, il y a peu d'outils disponibles pour nous aider chez le sujet à évaluer ses qualités interoceptives. Ce que propose Garfinkel, donc c'est un modèle en 3 dimensions. Une première dimension qui cible la précision de l'interoception et qui se mesure par des tests, donc quelque chose d'objectif, une évaluation objective. Et ce qui a été particulièrement étudié dans la littérature, c'est la capacité du sujet à compter ses battements cardiaques. Garfinkel pose aussi la notion de sensibilité interoceptive et les outils existants pour évaluer la sensibilité interoceptive, la finesse d'ajustement de l'interoception, ce sont des questionnaires et celui qui est validé en langue française s'appelle le MAIA, Multidimensional Interoceptive Assessment Scale. Ce self-report d'interoception, en fait, est plus ou moins en lien avec la précision, donc la performance interoceptive. Et la conscience interoceptive ou interoceptive awareness est finalement la capacité du sujet à disposer à la fois d'une précision et d'une sensibilité interoceptive. En pratique, dans la littérature, on observe souvent des discordances entre la sensibilité interoceptive des individus mesurée avec les outils existants, donc questionnaires, et la précision d'une tâche interoceptive telle que les battements cardiaques. Donc, si vous vous intéressez à ce champ, c'est principalement des questionnaires qui seront évoqués ou utilisés dans les papiers qui évaluent la place de l'interoception dans l'adaptabilité des individus. L'interoception, elle est essentielle parce qu'effectivement, elle nous renseigne sur la manière dont les changements de l'environnement ont modifié notre fonctionnement corporel et surtout, elle va induire des réponses psychophysiologiques orientant les émotions que nous allons ressentir et donc les comportements qui vont faire que nous sommes plus ou moins adaptés à notre environnement. Dans la situation de confinement où finalement nous n'avons pas de contrôle, beaucoup de choses sont imprévisibles, beaucoup de choses sont nouvelles, nous nous sentons menacés ou en tout cas potentiellement en danger, finalement l'interoception peut être mise à mal parce que le fait du confinement fait que nos informations extéroceptives sont peu informatives sur la manière dont l'environnement évolue. Et pour les individus qui finalement ont une sensibilité interoceptive peut-être dysfonctionnante, il est licite de proposer que l'adaptation est moins bonne que pour les individus qui ont des habiletés interoceptives de meilleure qualité. Ces individus qui ont des habiletés interoceptives de meilleure qualité sont des individus qui sont capables de mettre à jour instant après instant leurs sensations corporelles et donc le modèle de leur corps et du delta par rapport au temps d'avant. Et il existe tout un champ d'intervention qui renforce ces habiletés interoceptives ou en tout cas qui ont cette volonté et qui ont cet objectif plutôt et qui sont des interventions basées sur la pratique de la méditation qui montrent qui entraîne l'individu en portant attention ou en apprenant, en s'entraînant à porter attention aux informations venant de son corps, qui sont donc des individus qui vont détecter dès lors qu'ils sont partis dans le passé, c'est-à-dire qu'ils sont dans des pensées décorrélées de leur perception corporelle, puisque dans des ruminations qui ne sont pas en lien avec les informations du monde tel qu'il est maintenant, ou des informations anxieuses qui postulent un devenir ou une situation à venir, qui est donc là encore décorrélée des informations, de la manière dont l'interoception reflète le moment présent et l'environnement dans lequel ils sont immergés. Donc, cette mise à jour des informations interoceptives, elle est extrêmement importante et elle s'entraîne, ce qui pose finalement à la fois les émotions et les informations sensorielles au cœur de la manière dont l'individu va répondre, va s'ajuster, va faire avec des environnements isolés et confinés, notamment celui que nous avons vécu au printemps 2020. Quelques données pour illustrer ces propos qui sont issus du monde sous-marin et donc des patrouilles en sous-marin pour lesquelles en fait nous avons au cours d'une patrouille évalué la capacité des sujets à être présents à eux-mêmes, leur habileté interoceptive et puis comment fonctionnait leur extérocapteur tout au long de la patrouille avec une mesure donc avant, pendant la patrouille et puis un mois après pour voir si les dégradations étaient récupérées. Nous avons inclus 24 sous-mariniers qui étaient volontaires pour l'étude sur les 100 sous-mariniers à peu près qui composent un équipage. Et nous avons séparé cette population en deux groupes
ceux qui étaient caractérisés par une grande capacité de présence à eux-mêmes, ce qu'on appelle des individus qui naturellement ont développé des habiletés de pleine conscience sans avoir d'intervention de méditation, et des individus qui ont un bas niveau de pleine conscience. La première chose que l'on observe entre ces deux groupes, c'est que leur sensibilité interoceptive, évaluée donc par le questionnaire, est très différente. Les individus dits mindful, donc qui ont cette disposition à être en pleine conscience, sont des individus qui ont de meilleures compétences interoceptives que ceux qui sont caractérisés par un bas niveau de pleine conscience. Quand on regarde l'évolution de l'émotion positive, donc avec le questionnaire SPAN positif, on observe en bleu que les individus qui sont hauts en pleine conscience, les individus mindful, ne dégradent pas leur humeur au décours de la patrouille, contrairement aux individus bas mindful à bas niveau d'interoception. On a également observé dans cette étude que les comportements de santé protecteurs se dégradaient au fur et à mesure de la patrouille, d'autant plus chez les sujets qui sont bas en mindfulness ou en interoception. Enfin, on observe que les sujets qui sont bas en mindfulness et en interoception dégradent plus que les autres leurs compétences extéroseptives sur au moins 2 capteurs, la vision et l'audition. Enfin, les mesures de proprioception n'ont pas été prises à bord du sous-marin, elles ont été prises avant et 1 mois après le retour, et on observe chez les sujets non mindful une dégradation de la manière d'osciller par rapport à la gravité qui se maintient jusqu'à 1 mois après le retour. Si on résume les données que l'on a obtenues dans cette étude, en fait, on peut pointer 2 cibles différentes. En fait, l'environnement confiné isolé semblerait impacter les premières étapes du traitement de l'information interoceptive, donc telle que mesurée par le questionnaire de Maya, et la disposition mindful, donc le fait d'être présent à soi-même, serait plutôt en lien avec les dernières étapes d'intégration et donc la qualité de la conscience interoceptive. Bien évidemment, ce sont des modèles d'interoception et il faudra des données complémentaires pour confirmer ou pas ces données préliminaires. Je vous propose, pour terminer cette partie 3, de convoquer les théories du cerveau bayésien ou du cerveau probabiliste pour finalement envisager quel impact l'interoception et la sensorialité peut avoir dans notre capacité à nous adapter au changement de l'environnement. Donc Bayès était, au-delà d'être un religieux, un statisticien et a beaucoup fait avancer les probabilités et les connaissances statistiques sur les probabilités. Et le cerveau bayésien, en fait donc fait référence à ses travaux, mais traduit surtout que le cerveau humain est un cerveau qui fait des probabilités à chaque instant. En effet, le cerveau humain n'est pas capable de se représenter l'ensemble des informations du monde et surtout, il ne tolère pas l'incertitude. Il a donc besoin, notamment dans les situations dans lesquelles nous n'avons pas de contrôle, les situations imprévisibles, les situations nouvelles dans lesquelles on se sent menacé, nous avons encore plus que d'habitude besoin de répondre aux incertitudes et donc nous faisons des inférences, c'est-à-dire que nous prédisons que le monde va évoluer comme ça et ces inférences sont plus ou moins justes et nous détectons l'écart à la prédiction pour améliorer nos boucles de prédiction. Donc le fait de douter est inhérent au fonctionnement humain et le fait de douter induit en fait des comportements probabilistes et le cerveau humain. Si vous faites attention à votre manière de fonctionner ou vos pensées au quotidien, vous allez vous rendre compte qu'en permanence, vous prédisez que ça va se passer comme ci ou comme ça, et puis finalement ça s'est passé ou pas comme ci ou comme ça, et donc vous ajustez vos boucles et ce circuit est en permanence implémenté, enrichi, amélioré, etc. Ce circuit est d'autant mieux amélioré et d'autant meilleur que finalement, vous êtes capable de faire des inférences justes, et vous êtes capable de détecter un écart par rapport à ce que vous vous attendiez, vous êtes capable de mettre en place des boucles d'anticipation efficientes. Et donc, dans le cerveau, il a été isolé un certain nombre de zones de populations neuronales qui s'activent lorsque l'être humain fait des prédictions et qui s'activent aussi différemment en fonction de si la prédiction est juste ou fausse. Et ces neurones et ces réseaux neuronaux sont directement en lien avec des réseaux impliquant l'interoception. Nous y reviendrons. Alors, la théorie du cerveau probabiliste, elle n'est pas nouvelle, elle a émergé à partir des travaux de Gazzaniga, mais d'autres personnes aussi, dans les années 62. Et les travaux de Gazzaniga ont clairement montré, en travaillant chez des patients épileptiques split brain, donc avec 2 hémisphères cérébraux qui ne communiquent pas, du fait des interventions et de la prise en charge de leur épilepsie rebelle, donc ces travaux qui ont montré que le cerveau en permanence interprète le monde et justifie son interprétation.
Ainsi, si votre patient Speed Brain pointe parmi les images dans lesquelles on lui a demandé d'en choisir une pelle et choisit avec une image, avec son autre cerveau, une autre image, le sujet va absolument justifier son choix en racontant une histoire, alors même que le cerveau droit et le cerveau gauche ne se sont pas parlé. Donc le fait d'interpréter le monde est juste inhérent à la condition humaine. Ce fait d'interpréter le monde est utile pour économiser du temps, économiser de l'énergie, et puis surtout faire des prédictions. Quand ça tombe bien, on prend les décisions plus rapidement, et certaines fois, la prise de décision et sa rapidité est extrêmement importante. Donc on fait des inférences statistiques, des inférences bayésiennes pour s'expliquer le monde, pour faire des prédictions, et on les actualise en fonction de ce qu'on perçoit instant après instant. On compare cet état du monde prédit, l'état du monde tel qu'on le perçoit instant après instant à nos hypothèses, et en fait l'émotion va être centrale dans ce travail de probabiliste du cerveau. En fait, les états émotionnels antérieurs vont orienter nos prédictions en attribuant une valeur à la prédiction que notre cerveau va générer. On va ainsi assimiler un certain nombre d'expériences et finalement acquérir une habileté émotionnelle qui oriente nos comportements cognitifs. Et donc, on développe des heuristiques qui sont plus ou moins efficaces, plus ou moins mises à jour, plus ou moins informatives pour nous aider au quotidien à agir rapidement dans un monde qui est changeant en permanence. Cette approche bayésienne les relations avec les émotions, a été décrite récemment de façon très simple et donc très claire par Boteman. C'est un article de l'Encéphale, et donc il cible les différentes étapes de ces prédictions, partant des croyances de l'individu, comment ces croyances vont induire des prédictions plus ou moins ajustées, basées sur des perceptions en lien avec l'environnement et l'interaction entre l'environnement et nos perceptions, et comment nos erreurs vont être prises en compte. Et cette boucle princeps, en fait, est modulée en fonction de nos humeurs et de nos émotions, en biaisant plus ou moins nos croyances et nos perceptions, et donc induisant des mises à jour plus ou moins efficientes de nos croyances pour s'adapter dans le monde. Ainsi, c'est bien l'expérience subjective qui va être réellement un composant central de l'émotion. Et plus on a conscience de cette expérience émotionnelle, plus on va évaluer de façon le moins fausse notre environnement, notre prédiction, et mieux on va ajuster notre boucle de réponse. Et donc les émotions, qu'elles soient conscientes ou pas, sont toujours finalement intentionnelles et évaluatives, en ce que finalement elles vont toujours être orientées à propos de quelque chose, et qu'elles vont toujours en fait amplifier ou en tout cas orienter l'interprétation sur certaines valeurs avec certains biais. Et donc ces biais vont être au cœur finalement de cette boucle de probabilité que le cerveau fait instant après instant. Effectivement, nos émotions orientent nos prédictions sur le monde, et elles les orientent plus ou moins bien puisqu'elles induisent un certain nombre de biais. Ces biais en lien avec les émotions sont notamment étudiés en recherche par un paradigme qui s'appelle la dot probe, et qui demande à un sujet de détecter le plus rapidement possible une cible visuelle qui apparaît secondairement à un visage qui soit est expressif d'une émotion, soit neutre, et cette cible est soit du côté du visage émotionnel, soit du côté du visage neutre. Ces configurations permettent en fait de mettre en évidence soit une facilitation émotionnelle, le sujet est plutôt attiré par le visage émotionnel, soit un désengagement, c'est-à-dire que le sujet, dès qu'il voit une émotion, va avoir du mal à se désengager de ce visage émotionnellement pertinent, soit un évitement où là le sujet fuit toute émotion détectée par un visage. Ces biais émotionnels, que l'on peut caractériser au minimum par ces trois tendances, en fait, sont différents selon la personnalité des individus. Ainsi, un sujet à personnalité anxieuse va être particulièrement caractérisé par un évitement des images porteuses d'anxiété, en tout cas labellisées comme images anxiogènes, et une personnalité ou un individu plutôt d'humeur triste, ou caractérisé par des tendances à développer plus qu'un autre des humeurs tristes, en fait, va plutôt se caractériser par une difficulté de désengagement émotionnel quand les images sont porteuses de valence émotionnelle triste.
Donc, si nos émotions induisent des biais, il ne faut quand même pas oublier qu'elles sont là pour réduire nos incertitudes. Et dans l'approche que Damasio a initiée dans les années 95 dans son premier livre, L'erreur de Descartes, qui est donc une vulgarisation extrêmement précise et claire de tout le cheminement qui l'a conduit à pointer le rôle des émotions pour réduire les incertitudes du quotidien et aider les sujets à mieux gérer leur quotidien. En fait, il montre à partir de patients que les émotions sont intégrées et associées à des informations sensorielles en tant que marqueurs somatiques. Et cette intégration à des informations sensorielles va participer à mieux analyser une situation, à mieux anticiper et à faire des prédictions plus ajustées. L'écart qui sera détecté par rapport à l'attendu sera aussi porteur d'une information émotionnelle qui va enrichir sous forme de boucle les marqueurs somatiques et permettre à l'individu ainsi d'améliorer finalement ses habiletés émotionnelles pour réduire les incertitudes et évoluer de façon plus safe, moins coûteuse en termes de contraintes dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc, ces émotions et ces émotions intégrées avec des expériences émotionnelles et sensorielles, finalement, est plutôt un atout à développer et à renforcer pour aider dans la prise de décision du quotidien et pour aider les individus à mieux gérer les situations caractérisées par une imprévisibilité, un non-contrôle, une menace perçue ou encore une nouveauté. Donc, si nous devons retenir 4 éléments par rapport aux mécanismes qui sont impliqués dans l'adaptation aux environnements et dans l'adaptation au stress aux environnements contraignants tels que les environnements isolés, confinés, donc les environnements du confinement sanitaire, c'est qu'avant tout le cerveau est statisticien et donc est un statisticien biaisé. Et donc dans l'environnement du confinement, il va induire des interprétations qui sont plus ou moins justes. Ces interprétations seront d'autant plus mal ajustées que l'information sensorielle est mal prise en compte ou que l'environnement est tellement isolé et confiné que finalement les informations sensorielles vont se dégrader du fait du confinement. Le cerveau étant bavard, les interactions sociales sont extrêmement importantes pour lui permettre de faire des probabilités ou des prédictions efficientes et que dans un environnement confiné, ces interactions sociales sont quand même réduites à leur portion congrue et le cerveau est émotif et que finalement l'émotion est aidante ou non, selon finalement la manière dont elle est intégrée avec les informations sensorielles instant après instant et les interactions sociales disponibles qui sont elles-mêmes nourries. Nous le verrons dans la partie suivante, nous l'avons vu dans la partie 1, avec quelques points de focus sur des études pointant l'importance de l'extéroception pour améliorer les interactions sociales. Dans ce qu'il faut lire, je n'ai listé qu'un papier, mais dans la biblio qui suit, dans la diapo suivante, il y a beaucoup plus de propositions. C'est un papier qui cible l'embodied cognition theory, qui pointe un exemple de relation entre la sensorialité et la prise de décision. Et puis donc une littérature un peu plus vaste qui vous permet, si ça vous intéresse, d'avoir accès à la fois aux modèles d'interoception, aux questionnaires d'interoception, et puis à ce que disent les neurosciences dans la manière dont l'interoception interagit pour ajuster les émotions et donc les comportements aux environnements inhabituels que nous vivons.